Un crime brutal secoue une petite ville du New Jersey. Pour trouver un sens à toute cette horreur, la police fait appel à une personne dotée de pouvoirs paranormaux. Elle est morte ici. J'ai été envahie par l'horreur et le chagrin. En Louisiane, une bataille sauvage entraîne la mort d'une jeune mère. Quant à son fils, il a été sauvagement battu. Toute l'affaire est masquée par un tissu de mensonges. J'ai ressenti tout ce qu'elle avait vécu et comment elle est morte. Je savais qui l'avait tuée, de quelle façon. Lorsque les indices sont rares et que les enquêteurs ne trouvent pas de réponse, il leur arrive de se tourner vers un témoin de l'étrange. Dans cette émission, certains noms ont été changés. Au cours de la nuit du 8 août 1987, dans la petite localité rurale de Belvedere, au New Jersey, un homme appelle la police, affolé. Il déclare qu'il a tenté de joindre sa petite amie Betty Cornish par téléphone, mais que celle-ci ne répondait pas. Il s'est donc rendu chez elle pour s'assurer qu'elle allait bien. Il l'a trouvée ligotée et battue à mort dans sa chambre à coucher. Belvedere est une localité bien trop petite pour faire face à un crime de cette importance. Les policiers demandent de l'aide. En quelques minutes, le sergent détective Tom Trainer de la police d'État du New Jersey arrive sur la scène du crime. Il y a un petit poste à Belvedere. On leur a signalé le crime et ils ont demandé à la police d'État d'enquêter sur ce meurtre. La nouvelle de ce meurtre parvient rapidement aux oreilles de Peggy Goebel, la sœur de la victime. Elle est atterrée. C'est comme si j'avais été hystérique. On ne m'autorisait pas à la voir. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir vu les secouristes la sortir sur une civière. Comment cela avait-il pu se produire? Qui avait pu lui faire ça? Je soupçonnais toutes les personnes qui se trouvaient là. Les experts judiciaires ratissent la scène à la recherche d'indices. Le meurtrier s'est servi d'un fil électrique pour ligoter sa victime et d'une taie d'oreiller pour lui bander les yeux. Il l'a battu sauvagement, à l'aide d'un objet lourd et tranchant avec lequel il est parti après son méfait. Il n'a guère laissé d'indices de sa présence. Cela s'est produit avant qu'on ne dispose de la technologie pour effectuer les analyses génétiques. On était donc à la recherche de tout indice, comme du sang, des cheveux, des fibres de vêtements. Bref, tout ce qui avait été introduit dans l'appartement et qui pourrait nous permettre d'identifier le meurtrier. Dehors, on trouve un indice prometteur. Les enquêteurs ont enlevé une fenêtre de son cadrage. Ils y prélèvent une empreinte digitale. À voir la façon dont l'empreinte avait été laissée sur la fenêtre, on pouvait présumer qu'elle venait de quelqu'un qui l'avait ouverte de l'extérieur. Lors de l'autopsie, le médecin légiste détermine que la victime a reçu 17 coups à la tête, infligés avec la panne d'un marteau. Il estime que la mort est survenue vers 2 heures du matin. C'était un meurtre d'une telle brutalité. Je devais me faire violence pour ne pas y penser, parce que cela me rendait folle. Je ne pouvais m'imaginer ce qu'elle avait dû endurer. Betty Cornish était une femme déterminée et une mère aimante. Elle travaillait fort et se bâtissait un bel avenir professionnel. Ma sœur était infirmière. C'était une femme très chaleureuse. Elle devait déménager un mois plus tard à Mountain Lake, à environ 15 minutes d'ici. Mais ce n'est jamais arrivé. Hantée par la brutalité du crime, Peggy Goebel ne peut s'empêcher de se demander si le meurtrier a choisi sa proie au hasard ou s'il s'agit d'un acte de vengeance. C'était horrible. Je crois que je n'ai pas pu fermer l'œil pendant 3 jours. On était terrorisés. Et si les coupables cherchaient à s'en prendre à nous? J'étais très inquiète pour mes parents et mes nièces. C'était terrifiant.
Et on essaie toujours de découvrir ce que la victime faisait et avec qui elle est entrée en communication avant sa mort. On contacte donc sa famille et ses connaissances pour en découvrir un peu plus. Betty a travaillé ce jour-là, mais il ne s'est rien produit d'anormal à l'hôpital. La dernière personne à qui elle a parlé est son petit ami. Celui-ci déclare qu'il devait sortir avec Betty dans la soirée, mais qu'il a dû annuler leur rendez-vous. Selon lui, Betty est restée seule chez elle toute la soirée avant qu'il ne la trouve morte. Pour découvrir qui a pu laisser l'empreinte sur la fenêtre, les policiers commencent par enquêter sur les personnes les plus proches de Betty. On devait enquêter sur tous ceux qui s'étaient trouvés dans cette maison, qu'il s'agisse de la victime, de son petit ami ou de quiconque qui était venu. Ainsi, on pourrait éliminer une à une les personnes qui pouvaient être allées chez elle. On a donc commencé l'enquête en contactant ses parents, ses amis et ses voisins. L'empreinte digitale ne provient d'aucun membre de la famille. Les experts la comparent ensuite à celle des voisins de Betty. L'enquête prend peu à peu de l'ampleur et commence à porter fruit quand on découvre que c'est l'un des voisins qui l'a laissée. Il s'appelle John Reese. Il vit avec sa fiancée dans l'appartement situé au-dessus de celui de Betty. Mais le couple ne se trouvait pas là au moment du meurtre. Reese est resté dans un bar avec des amis jusqu'à environ 2 heures du matin, l'heure estimée de la mort. Ses amis corroborent son alibi. Reese fournit une explication à l'empreinte. Il déclare qu'il est allé à plusieurs reprises dans l'appartement de Betty pour l'aider à ouvrir cette fenêtre. On a trouvé cet individu très ouvert. Il semblait vouloir nous aider. De plus, il nous avait fourni un alibi qui avait été corroboré. On avait l'impression qu'il nous avait dit tout ce qu'il savait. Mais les policiers ne peuvent rien laisser au hasard et ils demandent à Reese de bien vouloir se soumettre au détecteur de mensonges. On a eu recours à un expert en dactyloscopie pour qu'il nous permette d'éliminer certains suspects éventuels. Les résultats confirment l'alibi de Reese. Il était encore à l'extérieur à 2 heures du matin. Les enquêteurs sont moins satisfaits de la version des faits du petit ami de la victime. En raison de sa relation avec elle, c'était l'un des individus que nous devions interroger au plus vite, soit pour le considérer comme un suspect, soit au contraire pour rayer son nom de la liste. Il ne peut pas fournir un compte-rendu détaillé et complet des endroits où il s'est trouvé la nuit du meurtre. On ignorait ce qu'il avait fait ce soir-là et où il se trouvait. Aucun témoin ne pouvait confirmer ce qu'il avait fait au moment de la mort de la victime. Selon nos procédures d'enquête, nous étions obligés de prouver qu'il disait la vérité, ou alors qu'il mentait. Il refuse de se soumettre au test du détecteur de mensonges. La police soupçonnait son petit ami. Ce qui me terrorisait parce que j'ignorais s'il était, en l'occurrence, l'auteur de ce meurtre. Pendant que les autorités poursuivent leur enquête, Peggy Goble entame des recherches. Je dirigeais alors une entreprise d'entretien domestique. L'une de mes clientes avait appris ce qui était arrivé à ma sœur. Elle m'a alors parlé de Nancy, une voyante qui vit à Flanders. J'étais alors prête à tout pour qu'on arrête le meurtrier. Peggy rencontre Nancy Orland Weber. Cette dernière lui demande de ne rien lui dire, pas même la raison de sa venue. Elle ne veut se fier qu'à ses visions. Je lui ai dit, il s'est produit une tragédie dans votre famille, une perte incommensurable. Je ressentais toute l'horreur de la situation, de même que beaucoup de tristesse. Quand elle s'est mise à pleurer, je savais qu'il s'agissait de sa sœur. Nancy croit que Betty ne souffre plus.
Nancy a dit que ma sœur était enfin en paix. Elle avait trouvé le repos. Ce que Nancy s'apprête à lui révéler ensuite est à la fois encourageant et terrorisant. J'ai dit à Peggy, je ne peux pas tout vous dire à propos de cette affaire, mais je peux vous dire certaines choses. Le suspect numéro 1 est son petit ami. C'est lui qui a trouvé le corps, mais il ne l'a pas tué. Elle m'a dit alors, « Vous en êtes sûr ?» Et j'ai répondu, « Oui, j'en suis persuadée, il ne l'a pas fait. » Il est en état de choc, d'autant plus que la police le soupçonne, mais il ne l'a pas fait. Nancy Orlen Weber vient ainsi d'éliminer le suspect principal et elle est sur le point de fournir de nouvelles informations intéressantes. Dans le cadre de l'enquête sur le meurtre brutal de Betty Cornish, la police du New Jersey n'a guère d'indices. Peggy Goebel, la sœur de Betty, consulte la voyante Nancy Orlen Weber. Après avoir déclaré à Peggy que le petit ami de Betty est innocent, Nancy met fin à la rencontre. Il y a certains éléments de ses visions qu'elle veut faire confirmer par les policiers avant d'en faire part à la famille de la victime. Peggy contacte alors le sergent-détective Tom Trainer pour voir s'il accepterait de travailler avec une voyante. Trainer est favorable à cette idée. Il n'y a pas d'outil utile pour une enquête dont on refuserait de se servir a priori. C'est comme ça que je perçois le travail des médiums. Ce n'est pas une science exacte, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas y avoir recours. Je crois au contraire que cela peut être très utile. Les enquêteurs conduisent Nancy à l'appartement de la victime. Elle n'a aucun mal à s'y retrouver. Il y avait quelque chose à l'étage qui m'attirait. J'avais l'impression que le tueur était là-haut, et c'est ce que je leur ai dit. Je me suis retournée vers eux et j'ai dit « Le tueur se trouve à l'étage du dessus ». Avant de parler de suspect, les enquêteurs veulent que Nancy examine la scène du crime. Dans l'appartement, Nancy voit le crime se dérouler sous ses yeux. C'est une véritable vision d'horreur. L'image de Betty Cornish s'est imposée à moi alors qu'elle se trouvait dans son lit et qu'il entrait dans la pièce. C'était une femme délicate. Il la ligotait avec le fil électrique d'un aspirateur. J'ai vu sa main et le marteau. Et je l'ai vu frapper sa tête. Ce sont des informations que les policiers connaissent déjà. Mais Nancy voit d'autres choses. Elle sait que le meurtrier n'était pas un inconnu. Elle savait de qui il s'agissait. J'ai levé les yeux, j'ai vu une cicatrice sur sa joue droite et j'ai vu qu'il portait une ceinture avec une boucle de style western. Selon Nancy, l'homme a la barbe mal faite et il porte toujours un jean. J'ai même pu évaluer sa grandeur. J'ignore comment j'ai pu faire ça, mais j'ai dit qu'il mesurait 1,75 m et que son prénom était John. Quant à son nom de famille, il commençait par la lettre R et ne comptait qu'une syllabe, j'en étais sûre. Au poste de police, elle fait un croquis d'un marais où, selon elle, se trouve l'arme du crime. Mais cela devra attendre. Les policiers doivent d'abord trouver le meurtrier. Il m'a alors dit, l'homme qui vit au-dessus s'appelle John et son nom de famille est Reese.
Nancy est persuadée que c'est lui. Mais il y a un problème. Je lui ai dit, peu importe. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous dire pourquoi il a réussi, retournez le voir. Et si vous voyez cette cicatrice, de même que la boucle de sa ceinture, prenez cela très au sérieux. Et même si l'heure du décès a été estimée à 2 heures du matin par les experts, la voyante, elle, est persuadée que le meurtre a été commis à 3 heures du matin. J'ai répondu, je suis désolée, mais ce n'est pas ce que je crois. La rencontre s'est terminée ainsi. Les enquêteurs ne peuvent négliger ce détail. Ils rencontrent de nouveau le médecin légiste et lui demandent de réévaluer l'heure de la mort. Le médecin légiste nous a dit qu'il était possible que la mort soit survenue plus tard. Elle pouvait avoir été tuée entre 2h30 et 3h30 du matin. Nancy Orlen Weber ne s'est donc pas trompée. Les enquêteurs sont sur le point de voir à quel point un détail peut tout changer. Ils demandent au voisin de l'étage du dessus, John Reese, de revenir au poste pour subir un nouvel interrogatoire. Son alibi ne vaut pas au-delà de 2 heures du matin. On voulait qu'il nous décrive ce qu'il avait fait entre 2h et 3h30 la nuit du meurtre de Betty. On lui a présenté cela comme une confirmation de ce qu'il nous avait déjà dit. On l'avait déjà interviewé et maintenant on voulait lui poser d'autres questions pour être sûr qu'on avait bien tout compris. Quand Reese arrive, il porte un jean et une ceinture avec une boucle western. On peut voir une cicatrice sur sa joue droite. Le suspect est tel que Nancy l'a décrit. Lors du premier test au détecteur de mensonges, toutes les questions posées à Reese portaient sur ses activités avant 2 heures du matin. Mais quand on lui demande ce qu'il a fait par la suite, il ne peut pas répondre. Après 2 heures, son alibi ne tient plus la route. Les détectives le pressent de répondre à leurs questions. On l'a interrogé sans relâche. C'est en comparant nos notes qu'on a constaté qu'il s'était contredit. On a alors compris qu'il ne nous avait pas tout dit. Et non seulement avait-il modifié sa version des faits, mais son comportement aussi avait changé. Il semblait de plus en plus inconfortable. Son empreinte digitale a été relevée sur la fenêtre. De plus, il n'a pas d'alibi solide. Les policiers l'interrogent pendant des heures jusqu'à ce qu'il finisse par avouer avoir commis le meurtre brutal de Betty Cornish. Reese raconte qu'il est entré par la fenêtre de l'appartement de Betty. Les éclaboussures de sang indiquent qu'elle était au lit quand l'attaque a commencé. Reese a trouvé un marteau et il a arraché le fil électrique de l'aspirateur avant de se diriger dans la chambre où dormait Betty. Nancy Orlen Weber a vu la scène avec une précision troublante, exactement comme la décrira plus tard John Reese. Celui-ci admet aussi s'être débarrassé du marteau dans le marais, comme Nancy l'a affirmé. Après qu'il eut tout avoué, il semblait s'être libéré d'un poids énorme. On pouvait voir qu'il était plus à l'aise après avoir reconnu son crime. En se fiant au plan dressé par Nancy et aux informations fournies par Reese, les enquêteurs se rendent au marécage. Ils y trouvent un marteau taché de sang. Mais pour ajouter une note de mystère à une enquête déjà troublante, les analyses judiciaires montrent que ce n'est pas l'arme du crime. Le sang qui s'y trouve n'est pas celui de Betty Cornish. Il s'agit là peut-être de l'arme d'un crime, mais pas de l'arme utilisée par Reese. J'étais contente que Reese soit passé aux aveux, parce que le marteau qu'on a trouvé dans le marécage n'était pas taché du sang de Betty Cornish. Il ne constituait donc pas une preuve.
Peggy est reconnaissante à Nancy d'avoir dit aux policiers de porter leur attention sur Reese. John Reese avait réussi son test au détecteur de mensonges. Mais elle a insisté pour qu'il l'interroge à nouveau. Il faut absolument que vous lui parliez encore une fois, leur a-t-il dit. Et c'est ce qu'ils ont fait, jusqu'à ce que Reese finisse par passer aux aveux. Tom Trainer partage le sentiment de Peggy Goebel. Cette femme est un merveilleux outil pour les autorités. Je crois qu'elle est aussi consciencieuse que nos agents de police. Je travaillerai avec elle n'importe quand. Elle se préoccupe de trouver la vérité autant que nous tous au sein de la police. À l'automne 1989 s'ouvre le procès de John Reese. Il est jugé coupable de meurtre au second degré et condamné à la prison à vie. Je crois que justice a été rendue. Je remercie le ciel qu'il ait été arrêté. Il sera derrière les barreaux pendant très, très longtemps. Mais un jour, j'aimerais lui demander pourquoi il a fait ça. J'espère avoir l'occasion de lui poser la question. Nancy Orden Weber a travaillé sans relâche avec les enquêteurs de la police du New Jersey pour découvrir la vérité et faire emprisonner un brutal meurtrier. En Louisiane, la police tente de résoudre un autre crime crapuleux et aura recours à une personne dotée de pouvoirs paranormaux pour faire la lumière sur un tissu de mensonges. Jefferson Parish, en Louisiane. Située entre la Nouvelle-Orléans et le fleuve Mississippi, cette paroisse de banlieue est reconnue pour son riche passé et ses magnifiques paysages. Mais même dans les endroits les plus paisibles, la violence peut éclater. Le 24 février 1984, un peu avant l'aube, Alan Riker appelle le service d'urgence de Jefferson Parish. Il déclare qu'il a été attaqué chez lui. Il ignore où se trouve son assaillant. Des policiers se rendent sur les lieux et s'approchent prudemment car ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Tout à coup, surgit un homme armé d'une carabine de calibre 12. C'est Alan Riker qui a été battu et qui est couvert de sang. Il dit aux policiers que sa femme et ses enfants se trouvent à l'intérieur. Dans le salon, les policiers trouvent Vivian, la femme de Riker. Elle est morte. On voit dans la pièce qu'il y a eu une lutte acharnée. On trouve aussi des armes tachées de sang. Les policiers se mettent à la recherche des enfants. Dans une pièce du fond, ils trouvent un bébé. Celui-ci dort paisiblement dans un siège d'enfant. C'est alors qu'ils ont une vision d'horreur qui les hantera, eux et tous ceux qui seront mêlés à l'histoire mystérieuse qui vient de commencer. En février 1984, une famille de Jefferson Parish, en Louisiane, est détruite au cours d'une nuit de violence. Vivian Riker, une jeune mère âgée de 26 ans, est trouvée morte, frappée avec un objet contondant. Son bébé est sain et sauf, endormi dans une chambre. Mais les policiers trouvent le jeune fils de Vivian sévèrement battu. L'enfant repose entre la vie et la mort. Les policiers le conduisent d'urgence à l'hôpital. Il semble que les victimes aient été frappées avec un bâton de baseball en métal. Les enquêteurs trouvent également un couteau taché de sang. Pourtant, aucune des victimes n'a reçu de coup de couteau. Une jeune mère est morte et son enfant repose dans le coma. Les policiers doivent trouver des réponses au plus vite.
il commence par interroger le mari de Vivian. Celui-ci déclare que le coupable est Steve Van der Veld, un ami intime de la famille. Selon l'assistant du procureur W.J. Leblanc, Riker déclare avoir été victime d'une attaque surprise. Selon le mari, il est rentré à la maison et, en ouvrant la porte, cet ami est venu vers lui avec un bâton de baseball. Le mari a levé le bras, son ami l'a frappé et lui a cassé le bras. Riker lui a alors crié « Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête! On est amis depuis des années. » Et son ami lui aurait répondu « La ferme. Je fais ce qui doit être fait. » Riker déclare qu'il s'est mis à son tour à se battre. Finalement, il a réussi à s'emparer d'un couteau. Et ils se sont battus. La bagarre dure quelques heures, jusqu'à ce qu'ils réussissent à désarmer Van der Veld. Van der Veld sortait de la maison quand Riker a réussi à lui asséner 3 coups de couteau dans le dos. Riker déclare qu'il ignore ce qui est arrivé à sa femme et à son fils. Il ne sait pas non plus pourquoi son ami les a ainsi attaqués. La police entame des recherches pour retrouver Steve Van der Veld. Celui-ci se trouve aux urgences d'un hôpital de la Nouvelle-Orléans. Il a été poignardé au dos et à la poitrine. Sa version des faits diffère de celle de Riker. Selon la déposition de cet ami, il est allé chez Riker chercher son bâton de baseball. Il l'avait laissé là la veille. En un instant, Riker s'est jeté sur lui. Il a aperçu le bâton de baseball. Celui-ci était couvert de sang, selon ses propres mots. Il l'a pris et s'est mis à donner des coups. Il est parti aussi vite qu'il l'a pu. Comme Riker, Van der Veld n'a aucune idée de ce qui a pu déclencher la bagarre et il déclare tout ignorer de la mort de Vivian et de l'attaque de l'enfant. Les policiers recueillent ses vêtements tachés de sang à titre d'indice. Un des deux hommes ment, forcément. L'un et l'autre avaient la même version de ce qui s'était passé. Sauf que les rôles étaient inversés dans chacune des deux versions. Les enquêteurs comparent les deux dépositions. Les deux hommes étaient dans la maison et ont pu s'emparer de l'arme du crime. Tous deux déclarent ignorer ce qui est arrivé à Vivian. Toutefois, les agissements de Steve Van der Veld ce soir-là semblent particulièrement louches. Ce soi-disant ami s'est garé de l'autre côté du pâté de maison. Précisément 14 maisons plus loin pour aller, selon lui, chercher son bâton de baseball. Et la question qui nous venait à l'esprit était, mais pourquoi donc s'était-il garé si loin? Van der Veld ne fournit pas de réponse satisfaisante à cette question. Il ne bronche pas lorsqu'on lui apprend que Vivian et son fils ont été violemment attaqués. Pour sa part, Alan Riker semble réellement perturbé. Les indices recueillis montrent que Van der Veld est impliqué dans le crime. Le sang sur le bâton de baseball est du groupe A, comme celui de Vivian. Les vêtements des deux hommes sont tachés de sang, mais alors que des examens préliminaires indiquent que le sang sur les vêtements de Riker provient de ses blessures à lui, on trouve des traces de sang du groupe A sur les vêtements de Van der Veld. Elle était la seule des 4 dont le sang était du groupe sanguin A. L'ami avait du sang du groupe B et le mari du groupe O.
Les autorités de Jefferson Parish arrêtent Steve Van der Velde et l'accusent d'agression et de meurtre au premier degré. Mais lors de son procès en 1985, les jurés ne parviennent pas à se mettre d'accord. Selon la loi, on n'est pas obligé de prouver comment un meurtre s'est produit, ni d'expliquer pourquoi. En d'autres mots, on n'est pas tenu de trouver le mobile du crime. Mais les jurés étant des êtres humains, ils veulent savoir pourquoi et comment cela s'est produit. Or, lors de ce premier procès, la reconstitution telle qu'elle avait été présentée n'a pas répondu à leurs interrogations. Plusieurs mois s'écoulent et le fils de Riker sort enfin du coma. W.J. Leblanc est résolu de faire comparaître son assaillant en justice. Il a l'intention de rouvrir l'enquête et cette fois de montrer ce qui est arrivé et pourquoi. Il y avait de nombreuses contradictions entre les versions des deux hommes. Ça ne tenait tout simplement pas la route. Parfois même, les indices recueillis montraient clairement qu'ils mentaient. Certains de ces indices indiquent que Riker ment. Le mari nous avait dit qu'il avait la clé de la maison en main quand il était entré chez lui. Pourtant, on a retrouvé cette clé tout au fond de la maison. De plus, la disposition de la scène du crime ne correspond pas aux versions des faits de chacun des deux suspects. Les deux hommes ont nié avoir vu le corps alors que celui-ci se trouvait dans le salon à environ 2 ou 3 mètres de la porte d'entrée. Il était par terre, parfaitement visible. Finalement, aucune des deux dépositions ne fournit d'explication à la présence de blessures à la poitrine de Van der Velde. Je ne croyais pas qu'on parviendrait à procéder à des inculpations à moins de présenter au jury un scénario plausible qui tiendrait compte des indices matériels. C'est pour ça que j'ai fait appel à Rosemary. Leblanc contacte la voyante Rosemary Kerr à sa maison en Californie. Celle-ci a aidé des dizaines de services de police au cours de sa carrière et elle a participé à une enquête pour meurtre avec Leblanc quelques années plus tôt. Quand elle entame une nouvelle enquête, moins elle en sait, mieux c'est. Je veux que rien ne puisse influencer mon travail. La voyante se concentre et établit rapidement un contact. J'ai vu mentalement tout ce qui était arrivé. J'avais le sentiment qu'on avait utilisé un tuyau de plomb ou d'un métal quelconque. Leblanc en déduit qu'elle voit le bâton de baseball en métal. Je peux ressentir les vibrations de certaines personnes. Je veux dire par là que c'est comme si je me fondais en elles, que j'entrais dans leur corps. S'il s'agit d'une affaire criminelle et que la victime a été tuée, c'est comme si je voyais à travers ses yeux à elle. Et ce qu'elle voit par les yeux de Vivian est insoutenable. Suite au meurtre de Vivian Riker et à l'agression de son fils, le procureur W.J. Leblanc doit faire la lumière sur les dépositions contradictoires des deux suspects. Le mari de Vivian, Alan Riker, et son meilleur ami, Steve Van der Velde. Leblanc décide de faire appel à son arme secrète, la voyante Rosemary Kerr. Et lui donne le nom de la victime, rien d'autre. Elle a aussitôt des visions. La première chose que j'ai vue, c'est ce bout de métal près d'elle. Il y avait beaucoup de sang sur le mur. J'ai alors vu un bébé dans un siège et un garçon gravement blessé. La maison était sans dessus-dessous. W.J. était à l'autre bout du fil. Il ne cessait de me dire « Oui, c'est ça, tu l'as. C'est ça, c'est exactement ça. » Pendant ces visions, Rosemary ressent ce que Vivian a ressenti. C'était comme si l'on me battait moi-même. Je sentais les os de mon visage céder sous les coups et j'avais du mal à respirer. Rosemary sait que la victime a été brutalement tuée, mais elle ignore qui l'a ainsi battue. Leblanc lui envoie des photos de la victime et des suspects.
Quand je reçois des photos, je ne les regarde jamais. J'en place une à l'envers devant moi et je la frotte avec mes doigts. Je sens ainsi les vibrations du sujet de la photo et je me fais une idée de ce qu'il est. Dans cette affaire, en touchant la photo de cette femme, j'ai senti qu'elle se trouvait maintenant dans l'autre monde. Selon moi, Vivian Riker était une jeune femme qui adorait ses enfants. Elle aimait sa maison, mais ce n'était pas une femme heureuse. Et elle ne savait pas à qui demander de l'aide. Rosemary touche enfin la photo d'Alan Riker. Quand j'ai senti les vibrations d'Alan Riker, j'ai découvert que cet homme voulait mettre fin à son mariage. Il était sournois et méchant, c'était un homme très agressif. Leur mariage était plutôt tumultueux. Cet homme battait sa femme. Je n'aimais pas du tout les vibrations de cet être. Elles étaient très négatives. J'aurais presque envie de dire qu'il était diabolique. Rosemary touche ensuite à la photo de Steve Van der Velde. Steve Van der Velde était également un homme très malheureux en mariage. Il cherchait une façon de se sortir de cette situation. Il était malheureux et aussi manipulateur. Il désirait Vivian et il cherchait des moyens pour parvenir à ses fins. Mais Vivian le rejette et Van der Velde se met alors à la haïr. Rosemary croit que les deux hommes ont comploté ensemble. J'ai vu ce bâtiment où ils étaient. À l'extérieur, il y avait de grands et gros chevaux, des Mustangs. Je pouvais sentir la présence des hommes à l'intérieur et je suis entrée. Les hommes écrivaient comment ils allaient se débarrasser de leurs femmes sur une serviette de table en papier. Ils étaient complices. Selon la voyante, le plan initial consistait d'abord à tuer Vivian Riker, puis la femme de Van der Velde. C'était un complot. Tous deux voulaient se débarrasser de leurs femmes. Quelques jours plus tard, Leblanc fait venir Rosemary en Louisiane. Depuis, Alan Riker a déménagé. Je croyais qu'il me fournirait peut-être d'autres informations après avoir visité la maison où le meurtre avait été commis. En entrant, Rosemary s'est tout de suite dirigée vers l'endroit où l'on avait retrouvé le corps et elle a dit « C'est ici qu'elle est morte ». Elle disait vrai, et j'ai pu le vérifier car j'avais les photos de la scène du crime avec moi. Rosemary entre alors dans la chambre à coucher principale. Elle y décèle les vibrations de Vivian et ressent alors ce que la victime a ressenti. La première chose que j'ai ressentie, c'était un sentiment de désespoir immense, une grosse menace, de la tension. Je sentais les vibrations de Vivian ici, ses émotions. J'aurais voulu pouvoir pleurer ou crier. J'étais très en colère. J'ai pu revivre ce qui lui était arrivé et voir comment elle était morte. Je savais qu'il avait fait et pourquoi. Rosemary se retrouve dans la maison au cours de cette nuit tragique où Vivian a été tuée. Pendant que j'étais dans cette chambre, j'ai eu tout à coup le sentiment très fort que je devais sortir de la pièce au plus vite. Quelqu'un voulait étrangler Vivian. Elle a crié à son mari de l'aider, mais il s'est contenté de lui tenir les chevilles et les jambes. Je peux sentir leurs bras autour de moi. Je sentais mon cœur battre très fort alors que je courais dans la maison. Je suis allée dans le salon, dans la cuisine. Une fois rendue près du comptoir, j'ai ouvert un tiroir et j'ai saisi un couteau. En le prenant dans mes mains, j'ai montré au détective comment elle s'en était servie. Rosemary décrit au procureur W.J. Leblanc ce qu'elle voit. C'est l'épouse qui a poignardé Van der Velde à la poitrine. C'était une découverte importante, d'autant que nous n'avions pas envisagé cette possibilité avant que Rosemary ne collabore avec nous.
Aucune des dépositions des deux hommes ne tient compte de ses blessures à la poitrine. Plus tard, Rosemary voit Van der Velde frapper sa victime avec le bâton de toutes ses forces. Il est furieux d'avoir été poignardé. Puis, elle assiste impuissante à l'insoutenable. L'attaque du garçon de Vivian. Il a accouru quand il a entendu le fracas et il a saisi la jambe de sa mère comme le font les petits-enfants. C'est alors qu'il a reçu un coup destiné à sa mère. Je pouvais le sentir s'agripper à ma jambe. Malheureusement, un des hommes l'a frappé avec le bâton et c'est là que tout s'est mis à dérailler. Le mari s'est mis à crier « Cela ne devait pas se passer comme ça ». Mais c'est quand même ce qui s'est produit. Le fils d'Alan Riker est gravement blessé. Rosemary peut voir les deux hommes. Ses complices sont maintenant devenus des ennemis jurés. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se battre. C'était la femme qu'ils étaient censés tuer. Il n'était pas question de s'en prendre à l'enfant. La voyante assiste à une longue bagarre qui prend fin quand les deux hommes sont épuisés. Mais même si la lutte a pris fin, les deux hommes ne se soucient pas de l'enfant blessé ni de la femme qui meurt sous leurs yeux. Je les ai vus assis devant la télévision, en train de boire, pendant qu'elle gisait par terre, mais toujours vivante. Elle luttait pour rester en vie et bougeait ses bras et ses mains couverts de sang. Malgré l'horreur, la force et l'amour de Vivian Riker sont plus forts que tout. Dans son cœur, elle appelait ses enfants. Elle se souciait peu de ce qui lui arrivait. Elle ne pensait à rien d'autre qu'à ses enfants. Elle souhaitait seulement qu'ils soient en sécurité. Elle savait que l'un d'eux dormait dans un siège de bébé et que l'autre était gravement blessé. C'était difficile de ressentir tout cela. Même si la vie la quittait peu à peu, elle ne pensait qu'à eux. Et ces deux hommes l'ont laissée mourir. Elle était encore en vie, elle n'est pas morte sur le coup. Elle est morte de façon atroce et ils l'ont laissée mourir. C'est ça qui est affreux. This woman suffered and she didn't have to. She was alive the whole time while they sat and they watched TV. Cette vision d'horreur épuise Rosemary. J'adore mon travail, mais quand on ressent ainsi l'agonie de quelqu'un, cela nous draine toute notre énergie. En 1990, grâce aux visions de Rosemary qui permettent de compléter la reconstitution des événements, W.J. Leblanc peut maintenant faire comparaître Alan Riker et Steve Van der Velde devant les tribunaux. Sa meilleure arme en cours, des analyses pratiquées par l'un des experts judiciaires les plus reconnus aux États-Unis. En 1987, celui-ci a trouvé des gouttelettes microscopiques qui n'avaient pas été relevées jusque-là. Le juge Ernest Richards préside à ce deuxième procès. Ces taches s'étaient dispersées rapidement sur la scène du crime et s'étaient retrouvées sur les chaussures et les vêtements des deux accusés. Or, ces gouttelettes sont du groupe sanguin A, le groupe sanguin de Vivian. Il aurait été impossible, selon moi, que ce sang se retrouve sur leurs vêtements s'ils n'avaient pas été très proches de la victime au moment où on l'a frappé à mort avec le bâton de baseball. En 1990, les deux accusés sont reconnus coupables. Les voyants ne sont qu'un autre outil à ma disposition. J'ai à mon service des détectives spécialisés dans les homicides. Il y a aussi des enquêteurs au service du bureau du procureur. Mais dans ce cas particulier, nous avions besoin d'une voyante. Je crois que Rosemary Kerr est l'une des femmes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Mais Rosemary Kerr sait que la vraie héroïne, c'est Vivian Riker. Je me sens privilégiée quand les esprits me permettent de voir à travers les yeux d'une victime, parce que cela me permet de savoir ce qu'elle a vécu et je peux aider les autorités. Steve Van der Velde a choisi de comparaître à un procès devant jury et il a écopé de 21 ans d'incarcération pour homicide involontaire coupable. Quant à Alan Riker, il a renoncé à un procès devant jury et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Deux familles ont été brisées quand des forcenés se sont attaqués à d'innocentes victimes et n'ont laissé à leurs proches
que la possibilité de les pleurer. Les meurtriers ont tout fait pour cacher leurs crimes et ne ressentaient aucun remords. Mais ces crimes ont pu être résolus grâce à la persévérance des enquêteurs et aux visions exceptionnelles de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels.